Je pense que nous pouvons être confiants parce que des gens qui, a priori, il y a encore 100 ans, ne vivaient que dans un paradigme qui était clair, c'était les fossiles, eh bien, tout le monde se remet en question et ça, c'est assez extraordinaire et félicitations. Nous allons ensuite, mon cher Nicolas, tu vas venir animer la table ronde. Donc je te propose de t'installer là et donc je te laisse, tu appelles tes... Alors, voilà. Tu as besoin d'autre chose, non? Ah, c'est parfait. On commence à l'heure et à la minute. On va finir du coup à l'heure et à la minute pour que tout soit convenablement réglé. Et j'appelle sans plus attendre en fait mes co-débattants à nous rejoindre à cette table, en commençant par Emmanuel Barra, président de Deuxième Énergie, Nicolas Escat, maire adjoint en charge de la ville durable et conseiller communautaire Caen-la-Mer. J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Et François Soulet de Brugière, membre du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Dunkerque, président du Port Center de Dunkerque et ancien président des Ports de France, qui nous rejoindront. Vous voyez que c'est un débat particulièrement sérieux puisque entre le modérateur et les intervenants, on n'a choisi que des hommes, ce qui juste après la journée de la femme est un sujet qui nous interpelle, mais peut-être qu'on parlera de la nécessaire évolution des compétences, de la représentativité, etc. Et j'espère que la prochaine fois qu'on débat de ce même sujet, on aura la possibilité de débattre à parité. Et je sais que du côté de ceux qui nous suivent virtuellement, vous êtes effectivement autant de femmes que d'hommes. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est les enjeux économiques et climatiques dans les ports maritimes et fluviaux. Et plus que jamais, c'est un sujet d'actualité, et c'est un sujet d'actualité pour 5T. Nous l'avons vu dans les propos introductifs qui ont été tenus, la question de la décarbonation est devenue une urgence vitale. Ce qui est en train de se passer autour de l'invasion de l'Ukraine, mais d'une manière plus générale sur la modification du jeu économique entre la Russie et l'Occident, fait que nous voyons depuis quelques semaines s'activer des leviers économiques qui mettent une valeur complètement différente sur ce qu'elle était par le passé, sur cette urgence écologique et sur la nécessaire évolution de nos modes de fonctionnement. Ceci ne doit pas nous faire oublier non plus que quand on parle de monde maritime, fluviaux et d'un port, on est avant tout sur un système économique qui rend un service matériel dans des conditions de performance, dans des conditions de fiabilité qui doivent être éprouvées chaque jour et où on a vu, avec les 2 ans qui viennent de s'écouler, pas seulement les effets directs du Covid, mais également les effets indirects de par certaines ruptures d'approvisionnement, certaines relocalisations, à quel point il était important d'agir. Enfin, j'ai commencé par une petite pique sur le sujet de l'évolution de la représentativité et des compétences, mais plus que jamais, être capable de préparer demain en attirant les bonnes personnes, en attirant les bons profils de compétences, les bonnes entrepreneuses et entrepreneurs, et aussi un sujet de vitalité extrême pour les territoires. Je crois que c'est des sujets que vous connaissez bien et depuis très longtemps, François Soulet de Brugière, vous avez, j'allais dire, à la fois le recul du temps long et l'actualité à travers le Port Center de nos voisins et amis de Dunkerque de pouvoir en saisir le quotidien. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous pour introduire cette table ronde? Alors, je pense que d'abord, le merci de micro m'avoir invité ouvert. à parler. Hein. Je sais pas si ça t'entend. Merci. Voilà, ça marche. Speak. Ah, le rouge, voilà.
J'aurais dû m'en douter, mais bon. Bref, donc merci de m'avoir invité. Donc, moi, c'est vrai que je suis particulièrement intéressé par les ports depuis longtemps. Bon, j'étais président du port de Dunkerque, comme vous l'avez dit, président des ports de France. Ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il y a une méconnaissance des ports dans la population qui est extrêmement importante. Et quand j'entends le nombre de bêtises qu'on dit sur les ports, je me dis qu'on n'est pas prêt d'arriver à rectifier le tir. Voilà. Mais on essaye. Et d'ailleurs ici au Havre, parce qu'il s'est fait des choses bien au Havre, il faut le dire quand même. Ils s'en fait beaucoup à Dunkerque, mais ils s'en fait aussi au Havre. Il y a un port center depuis un certain temps. Dunkerque en a aussi un. Et ce sont des lieux où justement on essaye d'expliquer aux populations qui sont concernées par les ports ce que le port est actuellement, ce qu'il va devenir et en quoi les populations sont concernées. Ce n'est pas la même chose qu'un musée portuaire. Le musée portuaire, on vous présente comment le port s'est créé, comment il a vécu, bon, de Cro-Magnon à nos jours, etc. Et c'est utile aussi, mais ce n'est pas le même fonctionnement. Donc, ce qui est important aujourd'hui, pour que le port puisse bien fonctionner, c'est que les gens sachent quels sont les enjeux, quels sont les compétiteurs, et comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à cet environnement extrêmement mouvant. Quand je dis un environnement extrêmement mouvant, on le voit bien avec la crise ukrainienne. Déjà, la pandémie nous avait passablement secoués, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau portuaire, au niveau maritime, au niveau du commerce international. On pensait qu'on était à peu près sorti de la chose, et puis la crise ukrainienne rebat complètement les cartes. Bon. Avec par exemple un pétrole qui, comme vous le savez, a beaucoup monté. Il a commencé à redescendre. Bon, les compagnies pétrolières ne se sont pas encore aperçues qu'il avait commencé à descendre, donc ils n'ont pas encore baissé les pompes, mais je suis confiant, ça va venir. Quand ils auront les cuves vides, ils verront. Enfin bref. Donc, tout ça pour dire, c'est important que les gens comprennent quels sont les enjeux économiques et évidemment les enjeux climatiques. Les enjeux économiques, en plus, ils sont variés puisque là, dans le thème de notre conférence tout de suite, de table ronde, c'est à la fois les ports et les fleuves. Or, les ports et les fleuves, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, ce sont deux secteurs. Et si on mélange tout, ben, on finit par avoir une vision assez brouillée de la chose. Je prends un élément qui est à la fois climatique et économique. La montée des eaux. Bon, on parle beaucoup de la montée des eaux. Très bien. Sauf que, quand on parle des fleuves, actuellement, on est en période de basses eaux. Il faut savoir que depuis 3 ans, il n'y a pas assez d'eau sur le Rhin, qui fait qu'une partie de ce qu'on appelle une partie de la cale, c'est-à-dire de la capacité des navires, ne peut pas être exploitée parce que les eaux sont trop basses et que donc les bateaux auraient tendance à s'échouer sur les bancs de sable divers et variés. Ce n'est pas du tout la même vision que sur les ports où on nous dit ah, l'eau va monter. Bon, d'un certain côté, on est content parce que quand l'eau monte, c'est le tirant d'eau qui augmente aussi. Mais il ne faudrait pas que ça monte trop pour recouvrir les quais. Voilà. Donc on est sur d'autres débats. Et puis vous avez à côté de ça, parce qu'on parle au niveau du monde et pas au niveau simplement de la France, vous avez des ports, je pense par exemple aux Pays-Bas, pas seulement des ports d'ailleurs, mais des énormes terrains, les polders qui sont sous l'eau. Et effectivement, là, le fait que l'eau monte, bah, c'est un vrai problème. Et si l'eau monte trop, l'activité ne pourra plus s'y faire. Ceci dit, quand vous allez à La Rochelle, vous avez une autoroute qui va de Rochefort à La Rochelle, enfin une autoroute ou au moins une route à 4 voies, et il y a un moment où c'est marqué « ancien trait de côte ». Mais on est déjà à 20 km à l'intérieur des terres, vous voyez. Donc ça prouve que les terres, elles bougent. On l'avait un peu oublié, mais les terres, elles bougent. Et il faut qu'on s'habitue à ce mouvement des côtes. Et alors évidemment, il faut essayer de les contrer quand on peut les contrer, mais ce serait pas mal qu'on les accompagne aussi de temps en temps. Voilà. Et si les côtes bougent, et si les courants changent, et si les bancs de sable changent, eh bien, il faudra accepter que les ports bougent également. Et ça, c'est une contrainte à la fois climatique et économique. Les ports bougent, ça veut dire que le port ne reste pas dans la ville. Le port s'étend en dehors de la ville. Et si on n'a pas prévu les réserves nécessaires pour que le port puisse s'étendre dans la ville, eh bien demain on est mal. Parce que quand il faut défendre à la fois les sauterelles à pattes asymétriques, les crapauds à ventre jaune et éventuellement les bateaux, ça finit par faire beaucoup de monde à faire cohabiter. Et on a quelquefois un peu de mal à le réaliser. Mais on y est obligé. Or, si je peux dire, la pandémie et la crise d'Ukraine nous ont fait remarquer 2 choses. C'est la première que le transport international est une réalité mondiale,
qu'elle est très difficile à contourner, si je peux dire, hein, parce que, bon, prenez l'Asie, l'Europe, alors on fait du bateau. On nous dit qu'on fait aussi du train. Bon, il ne faut quand même pas trop s'agiter, hein. Le train entre l'Asie et l'Europe, c'est 2 à 3% des flux. Bon, alors c'est très sympa. En plus, on appelle ça les routes de la soie, donc on voit les chameaux là qui... Hein, bon. Enfin, c'est des wagons quand même, hein, mais bon. Mais donc, on a à la fois les routes maritimes qui vont avoir des problèmes, et puis on a aussi l'intégralité du système international qui ne fonctionne que parce que si nous, on va faire des batteries, eh ben, on va aller chercher le lithium au Chili, on va aller chercher le cuivre, je ne sais où. Enfin, bref, il n'y a finalement pas beaucoup de zones de production suffisamment massives pour que toute la planète soit approvisionnée en même temps. Et donc, on revient forcément à des questions de compétition entre les pays. Hein. Les Chinois qui ont beaucoup de sous, ils achètent plein de choses, très chères, beaucoup plus chères que nous. Mais il y a un moment où, quand c'est plus cher chez les autres, on va chez les autres. Voilà. Donc, vous voyez, on a de gros challenges à affronter. Bon, je suis confiant, hein, on les a souvent surmontés, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et en même temps, on est dans un monde de grandes possibilités. Le monde maritime, en ce moment, c'est une explosion. On parlait tout à l'heure des carburants. Bon, on a parlé de l'hydrogène, bien sûr. On a parlé du GNL, bien sûr. Bon, on pourrait parler du diesel, qui existe aussi quand même. Et puis, on pourrait parler de l'ammoniac, hein, qui arrive. Donc, bon, sans compter la voile. Les kitesurf, les voiles, les ailes rigides, etc., etc. Tout ça, c'est plein de promesses. Et je vais vous dire, d'un certain côté, ça me rappelle, je vous rassure, j'y étais pas à cette époque-là, mais ça me rappelle un peu les années 20, le début de l'aviation, vous voyez. On voyait des avions avec des ailes en haut, des ailes en bas, des ailes devant, des ailes derrière, enfin, il y avait tout. En ce moment, en maritime, on est dans le même domaine. On est dans le même domaine, on voit de tout. Des bateaux, ils ont les traves devant, ils ont les traves inversées, ils ont des moteurs, ils ont des voiles, enfin bon, il y a un moment où tout ça va se clarifier. Mais pour l'instant, on est dans une période de grande expérimentation extrêmement intéressante, mais extrêmement compliquée à comprendre parce que les enjeux sont importants, mais les techniques, malheureusement, vont beaucoup moins vite que la pensée des journalistes. Voilà. Et tout à l'heure, là, j'entendais le maire de Sainte-Adresse qui rêvait de cellules sur les toits. Attendez, moi, j'ai géré 2,5 millions de mètres carrés de toits. Pensez bien que nos actionnaires sont arrivés à dire « on va mettre des cellules ». On a mis des cellules, sauf que quand on a percé les toits, les toits, ils fuyaient comme des malades. Donc, il fallait ramasser l'eau plutôt que l'électricité. Après, on nous vend des cellules. Bon, c'est très bien. Elles sont pour 25 ans. Elles sont rentables en 25 ans. Sauf qu'au bout de 7 ans, elles ne produisent plus rien. Et puis, si vous êtes sur le port, ça m'amusait parce que j'entends qu'ils disent « ouais, on fait beaucoup de voitures, là, mais on n'a pas un toit qui protège avec des cellules photoélectriques. » Mais il faut aller à Zeebrugge. Ils ont fait ça. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur les toits avec les cellules ? Eh bien, c'est les mouettes qui viennent se soulager. Tiens, pardi. Vous voyez, bon, c'est bête comme chou. Mais voilà. Et puis en plus, il y a ça et les coquillages. C'est vachement pratique pour une mouette de casser un coquillage sur une toile, sur une cellule photoélectrique. Donc tout ça fait que finalement, ce n'est pas aussi rentable que ce qu'on veut bien nous dire. Ce n'est pas aussi facile. Et je vais vous dire, sur nos 2 500 000 mètres carrés, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on s'est décidé non pas à mettre des cellules photoélectriques sur les toits, à plat, mais on met des casquettes, vous voyez, autour des bâtiments. Évidemment, ça divise par 10, 20 le mètre carré, mais c'est finalement beaucoup plus rentable. Voilà, tout ça pour vous dire, bien souvent, le diable se cache dans les détails. Et en maritime et en fluvial, il y a beaucoup de détails. Je crois qu'on est rentré dans un propos introductif effectivement large et également approfondi sur certains sujets. Je retiens la précision de ce qu'est le port et en quoi ça concerne la population qui fait partie des sujets qu'on doit regarder en permanence, non seulement vis-à-vis des administrés, mais également vis-à-vis des usagers et des consommateurs du port. Le fait de ne pas mélanger effectivement le portuaire, le fluvial et l'interland, et le fait que dans tous les projets opérationnels de transition énergétique, le diable, mais aussi le meilleur, se niche dans les détails. Vraisemblablement, ce sont des sujets qui vous parlent, monsieur Nicolas Esca. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais excuser Joël Bruno qui ne pouvait pas être avec vous aujourd'hui, et puis je le représente aujourd'hui. Alors,
Votre présidente a commencé tout à l'heure en disant que les Français avaient un petit problème avec la mer. C'est vrai que Michel Roux nous l'a appris, hein, avec son livre sur l'imaginaire des Français autour de la mer. Braudel disait un peu la même chose. Et à Caen, on a eu aussi un peu ce problème. C'est-à-dire que Caen, c'est une ville d'abord terrestre qui a tourné le dos très longtemps à la mer, historiquement. Alors je ne vais pas revenir sur le cœur avant Guillaume le Conquérant, qui était plutôt viola romaine, et puis les voies qui étaient parallèles à la mer plutôt qu'elles desservaient la mer, la Manche. Mais il n'empêche, avant la construction du canal, on tournait beaucoup le dos à la mer. Et donc tout l'enjeu, même si on s'appelle Caen la mer, la communauté urbaine porte ce nom, tout l'enjeu, ça a été de pouvoir se ramifier à cet axe majeur de la vie de relation mondiale qu'est la Manche. Alors, le mot holistique a été prononcé. Je pense qu'effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir intégrer le port de Caen, qui est quand même le 10e port français. Hein, c'est un port qui n'est pas négligeable, avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit l'écosystème du canal, l'écosystème de l'Orne et la ville. Je vais revenir sur la connexion que De Jean a mentionnée entre la ville et le port, qui me semble être une connexion absolument essentielle. Et notamment, le port de Caen et l'activité portuaire est un élément majeur du projet de territoire que la communauté urbaine de Caen-la-Mer est en train d'écrire, parce que c'est un élément essentiel d'appuyer notre économie, notamment l'économie de demain, sur cette économie bleue, et notamment l'économie portuaire. Alors il y a 4 axes qu'on réfléchit beaucoup à Caen et Caen-la-Mer autour de ces questions portuaires, qui ne sont pas des sous-questions, hein, comme je l'ai dit, puisque Caen est le 10e port français. D'abord, c'est la question de la transformation économique, ça a été mentionné, des activités portuaires. Activités portuaires à la fois de commerce et de tourisme, vers une économie décarbonée. Alors ça passe, on l'a dit, par l'approvisionnement de carburants alternatifs, les branchements électriques, l'hydrogène, même si des questions se posent aussi, bien évidemment, sur les supports énergétiques de l'hydrogène, ça a été mentionné. C'est la logistique, alors qui va de l'Hinterland au port jusqu'au Foreland, donc comment on met en place des échelles logistiques différenciées, ça a été mentionné avec le dernier kilomètre. Et donc là, Caen Normandie Développement travaille aussi sur ces questions du dernier kilomètre à partir de bases logistiques qui sont à proximité de la presqu'île de Caen, qui est un quartier qui va faire vraiment hub, vraiment maillon dans ces échanges logistiques. Et puis, c'est aussi de pouvoir créer des filières et d'attirer des entreprises autour de l'économie bleue et de l'économie durable des ports. Alors à Caen, on a quelques exemples. On a par exemple une entreprise Hero qui produit des ailes de propulsion pour navires de commerce, qui a annoncé son arrivée. On a également des startups qui mènent des recherches. Alors je pense à NEAC, par exemple, qui mène des recherches sur les navires autonomes, avec aussi une réflexion sur la question de la cyberprotection des navires. Et là aussi, c'est des écosystèmes intéressants parce que, en fait, ces activités portuaires, elles connectent à la fois des entreprises qui s'installent, donc qui créent des filières, un peu comme en Bretagne, on avait connu les filières aussi sur les micro-organismes marins, des universités, et en Normandie, on a des villes universitaires majeures, et Caen notamment est une université de 35 000 étudiants, et des tiers-lieux. C'est-à-dire que là, on avait vraiment un écosystème, et on parlait tout à l'heure de la possibilité de pouvoir quelque part intégrer les habitants aux réflexions sur le port et rendre le port visible auprès des habitants. Un projet comme une navette autonome portée par une entreprise avec un tiers-lieu comme le Dôme et des universités, c'est quelque chose qui permet aussi de créer un accès démocratique aux réflexions portuaires et une maîtrise d'usage presque des habitants autour de la question des ports. Donc ça, c'est le premier point, c'est la transformation des filières économiques vers plus de durabilité. Mais le deuxième point, c'est que la meilleure énergie, comme toujours, comme pour les logements, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il y a aussi la question, bien sûr, de l'articulation entre l'activité portuaire et une descente énergétique et une relocalisation de l'économie. Et évidemment, les ports, ils ont un rôle à jouer majeur parce que c'est des attracteurs pour réindustrialiser à d'autres échelles le territoire. Donc là, c'est une mutation qui est profonde parce que ces portes d'entrée et de sortie, elles sont des attracteurs d'industries qui se relocalisent, qui reviennent sur les territoires, avec la possibilité de redimensionner nos échelles économiques. C'est presque une révolution. Votre présidente parlait tout à l'heure des ZIP, qui était une avancée majeure de l'aménagement du territoire pour adapter à la modernité industrielle les organismes portuaires. On a besoin aujourd'hui, quasiment, avec évidemment la décentralisation qui est passée par là, des nouveaux niveaux de gouvernance, des nouvelles articulations, d'un saut aussi majeur que les ZIP
après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on est dans une situation de modification à l'heure de l'Anthropocène majeure, totale et transversale, sur lequel on a besoin de penser ces activités portuaires avec une relocalisation et un redimensionnement majeur. Troisième élément que l'on imagine aussi de manière très forte, c'est le port, c'est aussi un milieu. C'est-à-dire que le port, c'est une plateforme d'échange, donc qu'on peut imaginer avec des échanges d'échelle mondiale, européenne, régionale, plus locale, avec peut-être du cabotage, enfin voilà. Donc l'articulation entre plusieurs échelles, c'est une plateforme, donc des hubs, mais c'est aussi un lieu, et c'est un milieu. Et là, on a des écoles qui travaillent à Caen, là, je pense à l'ESITC, l'école de travaux publics, qui travaillent notamment sur le biomimétisme. Comment on peut s'inspirer, observer des mécanismes naturels pour pouvoir accompagner les milieux et la richesse des milieux. Ils ont travaillé notamment sur des quais avec des anfractuosités qui accueillent des espèces vivantes de manière à créer dans les ports des écosystèmes vivants. Donc collaborer avec le vivant dans les ports, c'est aussi un enjeu important. Et puis enfin, dernier élément, et je finirai par là, c'est l'articulation entre la ville et le port. Évidemment, bon, c'est vrai partout, parce que les avant-ports ont libéré évidemment les ports historiques. Ça a été rappelé, les régimes de ZFE modifient la logistique urbaine. Le fait qu'on doive faire face au zéro artificialisation nette fait qu'on doit trouver des espaces disponibles et que les ports sont évidemment des espaces majeurs de libération aussi de foncier. Mais attention, parce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier que le port a sa vertu productive, sa fonction productive. Alors bien sûr, la fonction productive, elle se reporte très largement sur les avant-ports, mais il faut aussi pouvoir concilier ces usages entre les fonctions productives et les fonctions d'échange, y compris très loin dans la ville, pour desservir la ville, et puis les fonctions d'habitat. Donc la question de la conciliation des usages et de l'articulation des usages est très importante. Dejean disait tout à l'heure que la question, par exemple, de l'écologie industrielle ou de la symbiose industrielle, la possibilité d'articuler des activités de loisirs, des activités d'habitat, des activités productives, des activités d'échange, et de pouvoir faire rentrer dans des boucles toutes ces activités, des boucles énergétiques, des mutualisations d'usage. Ça, c'est extrêmement intéressant et important. C'est-à-dire qu'on ne fera pas la ville contre le port. On fera la ville avec le port, en articulant les usages, en articulant les fonctions, et en permettant des boucles qui se coordonnent. Et là, la question de la gouvernance, c'est une question majeure. Comment on fait coopérer au sein de régimes juridiques des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs associatifs, des tiers-lieux, des habitants? Ça, c'est des choses à inventer qui sont vraiment à la marge aujourd'hui dans la transition juridique de l'action publique. Voilà. Donc, pour conclure, 4 éléments qui sont pour nous des éléments majeurs. Évidemment, pouvoir approvisionner les échanges avec un contexte qui soit un contexte plus vert. Pouvoir aussi réfléchir en parallèle, parce que la prospective est importante, à la manière dont nos économies vont se redimensionner et comment on peut accompagner ce redimensionnement. La question du port, à la fois comme plateforme d'échange, mais aussi comme milieu à part entière. Et ça, c'est un point aussi compris dans la pédagogie, parce qu'on a mené avec le Conservatoire du Littoral un projet qui s'appelle Adapto. On travaille sur la manière dont le réchauffement climatique et le changement climatique, et la submersion va toucher les littoraux. Mais le port, c'est un attracteur pédagogique, c'est un attracteur de sensibilisation de la population. Et puis enfin, la ville et le port. La ville ne se fera pas contre le port, il faut articuler ces fonctions dans des boucles qui se complètent et qui rentrent en synergie. Voilà. Très, très intéressant, et vous avez vous-même fait la synthèse de votre propos, donc je ne me permettrai pas de revenir dessus, avec quelques éclairages. Le fait de se dire que, y compris des villes littorales et portuaires, ont parfois, à un moment de leur histoire, tourné le dos, sont éloignés effectivement de leurs ports et de leurs frontières maritimes, et que parfois aujourd'hui on redécouvre aussi certaines choses. Que le port, effectivement, est un écosystème et un creuset d'économie circulaire avec un champ des possibles qui est particulièrement intéressant dès lors qu'on met en place les bons systèmes juridico-administrativo-économiques pour que ça se passe bien. Et je vois mon ami M. Stanek dans la salle qui sait parfaitement de quoi on parle sur ces sujets, comme d'autres. Et puis le dernier aspect, c'est qu'au final,
il n'y aura pas de transition écologique des ports sans un outil de la transition énergétique et que l'énergie doit être plutôt en avance qu'en retard, de même que l'efficacité énergétique. Et ça nous amène à votre intervention, Monsieur Emmanuel Barra. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup, merci de m'accueillir à cette université. Je remercie bien sûr la présidente de 5T et l'ensemble des personnes qui ont construit ces 2 journées. Donc, j'entendais tout à l'heure que la France, et la présidente le nommait, était la 2e plus grande façade maritime au monde. Donc la bonne nouvelle pour nous, et je vais plutôt m'orienter vers le fluvial et en me présentant, en citant cette réalité, la France est le premier réseau fluvial en kilomètres de transport possible de toute l'Europe, et c'est le parent pauvre. C'est-à-dire qu'on verra qu'il est en sous-utilisation et que je pense que sur cet angle-là, il y a des choses qui pourraient notamment beaucoup se développer, pour ne citer simplement les containers dont on parlait tout à l'heure, l'élu qui est venu nous parler des transports de containers a, comme il se doit, et je le souligne puisqu'on est sur la parole franche, comme il se doit, négliger de citer, il cite le train, il cite les camions, mais il oublie de citer bien sûr le fluvial. Le fluvial, on parlait de Sogestran, on parlait qui est une des sociétés qu'il a citées lui-même, hein, qui est une grande entreprise du Havre. Et le transport de containers sur l'axe Seine pourrait remplacer pour un bateau porte-containers fluvial 300 camions sur les routes. Donc il y a un moment donné, effectivement, sûrement à s'éveiller, à devenir pragmatique, à avoir un verbe et une expression qui est tournée vers la réalité. Et effectivement, ce que vous avez développé à l'instant sur la complexité entre le port, l'usager, les différents acteurs, eh bien, nous avons en termes d'environnement sur le secteur port et fleuve une grande complexité et un nombre d'acteurs très important. Si je ne citerai que le nombre d'acteurs qui existent dans la fonction publique territoriale sur l'ensemble des métiers, il y en a 245. Donc vous imaginez bien que dans le privé plus le public, on va faire une somme d'un nombre d'acteurs qui va véritablement complexifier la possibilité d'arriver à des accords et à construire ensemble. Donc je voulais, moi, au travers de mon intervention, c'est quelque part, je lui aurais donné ce titre, c'est recréer un comportement sociétal du consommateur pour gérer une transition énergétique globale dans laquelle les ports et les fleuves sont, à mon ressenti, un laboratoire d'exception, compte tenu que dans ces 2 secteurs, on retrouve l'ensemble de ce qui se passe sur la Terre et l'ensemble de ce qui se passe sur l'eau. Et que c'est à cet endroit-là sûrement un terrain extrêmement favorable, extrêmement important pour tenter des expériences. Si je rentre dans le pétrole et dans l'énergie actuelle, parce qu'on en parle souvent comme quelque chose qui n'existe plus, qui ferait partie du passé. Donc je vais quand même vous rappeler quelques chiffres, parce que c'est un peu mon métier. Notre métier est de distribuer des énergies à l'ensemble des bateaux fluviaux et bateaux maritimes dans les ports intérieurs comme dans les ports, dans les ports maritimes. Alors c'est tout petit, cette partie-là, elle est toute petite. Mais juste pour vous rappeler quelques chiffres, la France, c'est en consommation de marché intérieur environ 62 millions de tonnes de produits fossiles, uniquement hydrocarbures. Je ne parle pas du gaz. 62 millions. Nous sommes 66 millions d'habitants. Donc on va se faire plaisir. On a le droit à nos 1000 tonnes chacun, si je fais un calcul extrêmement vulgaire. Une tonne chacun, si je fais un calcul, donc 1000 litres pour chacun d'entre nous. Donc là, il y a sûrement un comportement et une prise de conscience de chacun qu'il participe, chaque individu participe. On sait que ça ne fonctionne pas par nombre de personnes. On va laisser tranquilles les enfants, on va laisser tranquilles les personnes âgées,
On va parler des actifs et on va voir que très vite, ceux qui ont la main sur la décision de pouvoir décarboner ne sont pas simplement les entreprises, ne sont pas simplement l'exécutif et l'État, mais c'est aussi le consommateur dans son nouveau comportement. Je vais parler même de modèle de comportement humain, en se rappelant qu'effectivement, il y a une transition énergétique. On est déjà très vite à l'hydrogène. On a des grands sujets sur le fluvial par rapport à l'hydrogène. Il y a 2 grands projets qui sont en cours. Un qui sera parlé sur, on en a entendu parler tout à l'heure, sur ce qui se passe sur le Havre et la Cime, qui a un projet. Il y a un autre projet qui est en cours aussi. C'est un projet qui se situe sur le Rhône. Donc là, c'est une intelligence importante puisque le Rhône est aujourd'hui un fleuve qui produit de l'électricité avec 14 zones de production d'électricité et qui pourrait, et il y a tout un projet en cours, développer avec les voies navigables de France, avec la CNR, avec un certain nombre d'acteurs privés, transporteurs, avoir une forme de construction. Et là, je salue un point qui a été extrêmement long à se mettre en place entre le port de Marseille et le port de Lyon. Donc l'histoire d'Aropa, elle a mis quelques décennies à se mettre en place. Assez rapidement, finalement, avec cette destination zéro carbone, je dirais qu'il semblerait que l'axe Rhône a été beaucoup plus rapide et on va voir apparaître d'ici quelque temps la possibilité de production d'hydrogène sur Lyon et l'idée de transport de cet hydrogène vers un très gros consommateur qu'est le port de Marseille. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir un port maritime importe et amène à l'intérieur des territoires, mais aussi nous avons la possibilité de l'intérieur des territoires et des ports intérieurs d'aller vers des ports maritimes. Donc je trouve que voilà, il faut garder ça en tête, il faut garder ce pluriel de possibilités qui existent à cet endroit. Pour parler encore dans l'axe qui est le nôtre, et après je viendrai sur un exemple plus de la construction du projet de 2E énergie, et pas de deuxième énergie, mais bien 2E énergie, c'est de vous parler d'un élément qui me semble, moi, très important, qui a été mis en place par le cluster maritime français, et qui, je pense, est un point de départ d'intelligence, de mutualisation, justement, de tous ces acteurs. Donc, avec la création, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans lequel il y aura un partenariat avec le ministère de la Mer, l'ADEME, les grandes industries des centres et des centres de recherche, et pour créer à Brest, donc sur un institut qui s'appelle d'ailleurs T2EM, donc, et qui est une coalition extrêmement importante où les gens vont pouvoir enfin ne pas parler chacun de leur côté, mais bien parler tous ensemble. Et c'est un peu le problème français. Le problème français, c'est que tout le monde parle un petit peu, chacun dans son territoire. Moi, qui suis distributeur et qui suis très pragmatique, et dans la réalité, ça fait 12 ans qu'on construit la distribution par bateau avitailleur, qui n'existait pas en France, des besoins d'énergie pour les bateaux fluviaux et les bateaux maritimes. Notamment sur le port du Havre, notamment sur le port de Rouen, le port de Gennevilliers, le port de Conflans-Sainte-Honorine et le port de Paris. Sur le fait que les gens ne travaillent pas en commun, on va voir arriver demain, nous, en tant que distributeurs, des gens qui disent, nous on va aller à l'hydrogène. Non, nous, on va aller à l'électrique. Nous, on va aller au biofuel. Et effectivement, on parlait tout à l'heure, et vous le citiez, de l'importance peut-être, on ne remplacera pas le pétrole, parce qu'effectivement, il est massif, il a créé une habitude, il a créé un confort pour nous en tant que consommateurs, un confort dans la construction de la chaîne logistique. La problématique qu'on a, et qui est sûrement le premier problème, et qu'il faut regarder avec beaucoup de sérieux, ce n'est pas de trouver
la solution expérimentale. C'est de trouver la solution expérimentale qui peut s'appliquer en substitution dans une économie réelle et non pas dans une économie qui serait une économie hypothétique. Alors, justement, je vais rebondir là-dessus parce que vos trois présentations étaient très complémentaires et illustraient effectivement différentes facettes de nos ports. Il y a quand même un sujet sur lequel personnellement je reste sur ma faim, c'est la question de la qualité de l'air et les enjeux associés. Quand on écoute le grand public sur ces sujets, il y a une urgence à agir. Tout à l'heure, dans les propos introductifs, quelques chiffres ont été rappelés. Et je crois, et j'ai revu en arrivant au port du Havre et en voyant qu'il y avait un superbe navire CMA-CGM qui est aujourd'hui amarré au large et qui est plutôt précurseur du monde de demain, que les solutions sont en cours. Donc où on en est globalement et où on en est aussi dans la Maison France par rapport à tous les efforts de transition qui ont été faits pour certains par les Chinois, pour d'autres par des pays comme l'Italie sur la rive nord ou par le Maroc sur la rive sud de la Méditerranée. On sait que la Baltique est également assez avancée sur ces sujets. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ces enjeux croisés entre l'urgence climatique, l'urgence énergétique et la qualité de l'air? François? D'abord, bon, la qualité de l'air, effectivement, c'est un sujet. Ah, alors, c'est celui-là. Ah, voilà. Oui, mais c'est quand qui me garde le truc. Donc, la qualité de l'air, effectivement, c'est un sujet important. Là encore, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent. Vous avez sans doute à peu près tous entendu parler de ces gens qui disent « Ouais, un bateau, ça pollue comme 50 millions de voitures ». Bon, évidemment, si vous prenez une Tesla puis que vous prenez un bateau des années 70, vous avez de bonnes chances que le rapport soit épais. Hein. Mais c'est une époque où le soufre rentrait dans 15% de la composition des pétroles maritimes. Donc, alors qu'aujourd'hui, on est à 0,5%. Donc évidemment, déjà le rapport, il est beaucoup plus faible. Bon, en plus, l'étude en question, qui date, je crois, de 1975, elle parlait d'une flotte d'un armateur et pas d'un seul bateau. Bon. Donc tout ça fait que quand on regarde la réalité, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien imaginer. La première réaction qui a été faite pour, on va dire, laver les fumées et éviter les émissions, en particulier de soufre, donc ça a été de dire, on va réduire la quantité de soufre qu'il y a dans le pétrole. Or, on ne met pas du soufre dans le pétrole parce qu'on aime bien. Hein. D'abord, il y a des pétroles qui sont plus ou moins soufrés. Si vous parlez aux Arabes du Moyen-Orient de pétrole, évidemment que le leur, il est soufré. Et il est comme ça. Donc voilà. Alors que d'autres pétroles ne sont pas soufrés. Donc déjà, on a des différences de maturation du pétrole qui sont complètement différentes. Bon. Deuxième chose, on a dit, soit vous mettez moins de soufre dans votre pétrole, soit vous lavez vos fumées. Et on a vu apparaître ce qu'on appelle les scrubbers. Scrubbers, c'est des gros ventilateurs à laver la fumée, quoi, en gros, et ça enlève le soufre et les particules. Mais déjà, il y a deux sortes de scrubbers. Il y a les scrubbers ouverts et les scrubbers fermés. Alors, le scrubber ouvert coûte beaucoup moins cher que le scrubber fermé, parce que le scrubber ouvert, c'est je lave la fumée dans l'air et je recrache le tout dans l'eau. C'est assez moyen comme système, mais enfin, au moins, ça fait moins de poussière dans l'air. Un peu plus pour les poissons, un peu moins pour les oiseaux. Après, ça dépend de quel côté vous vous situez. Le scrubber fermé, lui, il lave la fumée, mais ensuite, il conserve les produits de lavage, si je peux dire. Ce qui veut dire que d'abord, il faut que dans le bateau, il y ait la place nécessaire pour stocker les fumées en question, enfin, les résidus de lavage. Et ensuite, il faut que quand on arrive à terre, on puisse évacuer ces résidus de lavage et que les ports soient équipés pour permettre cette élimination. Donc il faut que les ports équipés, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-uns. Je vous rassure, Dunkerque est dedans, Le Havre aussi. Bon, donc ça va. Mais voilà. Donc il y a déjà cette première technique qui est en gardant du pétrole, voire en gardant du diesel. Mais le diesel, le problème du diesel, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus cher que
que le pétrole maritime. Et on vient de découvrir dernièrement un léger déséquilibre de raffinage connu depuis longtemps, mais problématique depuis plus récemment. Ben oui, c'est-à-dire que le pétrole maritime, enfin le pétrole utilisé par les bateaux, c'est le fond des cuves de vapocraquage. Donc c'est vraiment le résidu de pétrole. D'ailleurs, c'est quasiment visqueux. Hein. C'est tellement visqueux que quand on injecte ce pétrole dans les moteurs, il faut le réchauffer à 120 degrés. C'est pour ça que sur les plages, vous voyez des boulettes. Des boulettes parce que c'est du pétrole visqueux. Voilà. Bon. Le problème, c'est que si on n'utilise plus ce truc-là, qu'est-ce qu'on va en faire? On n'a plus le droit de goudronner les routes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, quoi, hein? Bon, mais on va quand même se retrouver avec plusieurs centaines de millions de tonnes de produits qui, pour l'instant, on ne sait pas utiliser. On va trouver des solutions, j'en suis sûr. Mais, oui, c'est déjà pas si simple que ça. Deuxième élément, après, on nous dit, ah, alors, on va faire de la biomasse. Et puis, quand on voit ce que consomme un porte-container, on se dit, mais c'est toute la bouffe de la planète qui va y passer, quoi, hein. Il n'y aura plus de maïs pour nos poules, il n'y aura plus d'herbe pour nos vaches, etc. Tout ça pour faire marcher des bateaux. Donc, bon, ça ne peut pas le faire. Donc, on a dit, non, la biomasse, c'est pas bon, on va passer au GNL. Ah, le GNL, super, un gaz liquide et tout. Bon. Et certains y ont cru, comme par exemple CMA-CGM, la compagnie maritime française, hein, qui a mis en place, qui a fait construire d'abord 15, puis 28, puis maintenant je crois qu'ils en sont à 40 ou 45 bateaux au GNL, bon, ce qui est très bien. Et maintenant on dit au patron de GNL, ah, attends, hein, je l'avais dit la dernière fois, un bateau au GNL ça pète comme 30 millions de vaches, alors c'est hors de question, on ne va pas continuer avec ce rythme-là, on va passer à l'hydrogène. Et lui, le patron de CMA, il est venu à Nice aux Assises de la mer, il a dit, mais attendez, moi, je fais construire un bateau, mais un bateau c'est 25 ans. Donc mon bateau, il ne va pas passer à l'hydrogène avant 25 ans. Vous voyez ? Alors bon, certains d'entre vous seront encore au boulot, mais d'autres moins quand même. Hein, voilà. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que Emmanuel, vous avez un point de vue légèrement complémentaire de celui de François. Oui, absolument. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Et puis après, maintenant on dit non, tout ça c'est pas bon, c'est l'ammoniac. Ouf. Alors l'ammoniac, si vous trempez le doigt dans le bazar, il ne reste plus que l'os. Hein. Tellement c'est nocif. Non. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une énergie qui sera une énergie dite satisfaisante au zéro carbone. Voilà. Donc, ce qu'il faut, ou on change le zéro carbone et on en parle autrement, ou on va vers les techniques, et je pense que ce sont les bonnes techniques, c'est du retraitement du CO2, donc essayer en tout cas, et d'avoir, je vois que vous bougez la tête, donc, Pardon ? D'accord, super. On prendra la surprise. Mais donc l'idée, c'est pour moi, c'est de gérer la chaîne complète. On dit, on fait l'analyse des produits de la source à l'hélice ou de la source à la roue. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut prendre le problème de la source à la destruction du déchet, même dans 100 ans. Et là, on fait un vrai calcul. Parce que le calcul qu'on a aujourd'hui, si je prends, nous on a mené un combat très particulier sur notre structure de énergie. On a développé en France le GTL, le gaz to liquid. Le gaz to liquid est considéré comme un XTL. Il a plein d'avantages et plein de défauts. Comme ça, on assume nos défauts. Et les défauts qu'il a, c'est qu'en matière de CO2, l'amélioration, pour certains, c'est 5% de mieux que le diesel. Et pour d'autres, c'est plus 5%, donc il est moins bon. Mais il a d'autres avantages pour nous sur la flotte, il me permet l'expression. Il est non dangereux pour la flore et la faune, et le logo de l'ONU qui montre le petit arbre et le petit poisson a disparu. Il se trouve que sa température explosive est beaucoup plus élevée, donc on a retiré l'inflammabilité. Il se trouve que le point d'interrogation, c'est-à-dire dangereux pour la couche d'ozone, etc., a disparu aussi parce qu'il ne rentre pas dedans. Mais ce n'est pas un produit gaulois. Ce n'est pas un produit d'indépendance énergétique. C'est un produit issu du gaz. Le gaz, il y en a pléthore sur la planète. Mais il se trouve qu'il y a une usine au Qatar, Shell, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, un certain nombre de détracteurs. Alors, on a réussi à le faire accepter aujourd'hui comme puisque vous vouliez savoir si on avançait. Alors on n'avance pas dans les ports, à part la zone CK, quand même, qui a été une grosse progression
on passe à 0,5 de soufre. Là, on était à 3,5, donc vous imaginez que comme il y a un effort énorme qui a été fait. Sur le fluvial, on est passé de 1000 ppm à 10 ppm, et aujourd'hui, avec le GTL, à 0. Comme ça, au moins, on a résolu le problème, il n'y a plus de soufre. Donc le GTL, à 0 soufre. On a réussi à le faire accepter par tous les acteurs, malgré un prix plus cher, et ça, c'est une victoire. Parce que bien souvent, on va nous avancer le prix. Et on a eu une victoire, c'est que l'ensemble des acteurs de transport de passagers de la ville de Paris ont décidé, petit à petit, depuis les 3 ou 4 dernières années, à accepter de prendre ce produit en substitution du GNR traditionnel. C'est une avancée. Ce n'est pas une énorme victoire. Notre problème, c'est de faire trop souvent hipipi pourra. Il n'y a pas de hipipi pourra. On a simplement des progressions. Le changement est une chose, la transition au changement prendra du temps. Donc à votre question de savoir, est-ce qu'on est en retard par rapport aux Chinois? Vous avez posé cette question. Je vais vous répondre. Je vais faire comme un certain président. Je vais vous répondre. Vous me posez la question. Je vais vous répondre. Eh bien, avec les épaules, un peu d'humour, un peu de détente dans d'autres moments. Les Chinois, cette année, ont importé et consommé la plus grosse historique masse de charbon qui n'avait jamais été consommée en Chine. Le charbon est le pire des produits par rapport au CO2. Alors qu'ils fassent des trucs dans leur port. Il y a un moment donné, il faut qu'on travaille une cohérence. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes qui se battons pour de la cohérence du début jusqu'à la fin. Si notre discours, c'est simplement d'avoir des petits flashs à certains endroits, ben on verra qu'on ne progresse pas. Mais on a mené des petites actions. Vous vous en voulez une autre. On a fait le premier bateau de service électrique de Paris. Alors ce n'est pas hydrogène, c'est l'électricité. Mais on l'a fait. Je reviendrai sur le point précédent. Attendez, je finis. On ramasse quoi? C'est ça la réalité. C'est de vous parler de la réalité des ports et des fleuves. On ramasse des trottinettes. On a ramassé 600 à 700 trottinettes au fond des canaux. Alors moi, je vais vous dire, moi, je vais parler à ce moment-là, effectivement, aux consommateurs. Arrête de jeter tes trottinettes au fond de l'eau. Parce que même si ça me fait gagner de l'argent, ce n'est pas de l'argent gagné sur une base verticale. Plutôt que le consommateur, sur des sujets comme celui-ci, peut appartenir d'invoquer la responsabilité élargie des producteurs et des metteurs en marché, comme d'autres villes, à commencer par Los Angeles, le font systématiquement. Je voulais revenir sur un autre point, qui est celui du donneur d'ordre. Puisqu'on a une spécificité dans le monde maritime, c'est qu'il y a une grammaire universelle quand il s'agit de donner un ordre de transport qui s'appelle les incoterms, et que rien aujourd'hui dans les incoterms ne permet de spécifier « je voudrais un transport propre » ou éventuellement même de spécifier « je voudrais un transport qui soit sans énergie fossile » ou quoi que ce soit. Et donc, au final, vu du côté du donneur d'ordre, même si la volonté d'agir est là, les moyens d'action peuvent être empêchés soit par le champ concurrentiel, soit tout simplement par le champ législatif qui fait qu'on est obligé de spécifier directement quelque chose qu'on est incapable d'écrire dans la grammaire des incoterms. Alors, moi j'entends bien, permettez-moi, je réponds juste 2 secondes à ça. Sur les incoterms, vous avez absolument raison, et ils doivent s'enrichir. Par contre, il y a eu, et je pense que c'est important, parce qu'il ne faut pas non plus dénigrer d'autres approches que celles des incoterms, c'est le fait qu'à un moment donné, un certain nombre d'entreprises est dans les appels d'offres, et l'État y est attentif. Et les entreprises y sont attentives, c'est les fameuses normes ISO. Donc même si elles ont une portée qui n'est pas aussi significative que vous le dites, par rapport à des incoterms, bien sûr on va avancer vers des incoterms. Mais pour faire changer une réglementation, j'en prends preuve ici de Jérémy Le Bonhomme, qui est le formateur en France pour tous les problèmes de l'ADN, donc tous les risques de transport de matières dangereuses et la formation sur ces problématiques. Je le prends juste à témoin de ça. Pour changer une réglementation en France, bon courage. Nicolas, je pense que tu te trompes de combat parce que on ne va pas faire un cours sur les incoterms, sinon juste le après. maître du temps, il va nous tuer. Mais pour dire, l'incoterm, il ne décide que 2 choses.
qui est responsable de la marchandise pendant le transport et qui paye. C'est tout. Donc, ce n'est pas sur les incoterms qu'il faut se bouger, c'est sur le contrat de transport maritime. Et là, dans ce domaine-là, alors d'abord, je te signale que l'AUTF, l'Association des usagers de transport de fret, dont je suis administrateur, va sortir au mois de juin un guide pour les chargeurs, justement, pour leur indiquer quelles sont les clauses qui peuvent être négociées et comment il faut les négocier. Il y aura des clauses là-dessus, justement, hein, sur la propreté des bateaux, on va dire ça comme ça. Bon. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le monde maritime, comme tu l'as dit, il est extrêmement complexe et que pour vérifier que la marchandise que tu remets à une compagnie va naviguer sur le bateau que tu as prévu, eh ben, je te souhaite bon courage. Il y a eu un bon exemple dont tout le monde a entendu parler, l'Ever Given, quand il s'est planté dans le canal de Suez. Hein, bateau japonais traité par un Taïwanais, sur lequel j'ai eu la surprise de retrouver certains de nos containers, alors qu'on a toujours scratché ce Taïwanais de nos opérations. Pourquoi ? Parce que le contrat maritime, il était passé avec CMA-CGM, et que CMA-CGM avait remis ses marchandises sur le bateau taïwanais. Donc c'est très compliqué de s'assurer. Alors je parle quand on est dans des containers. Hein. Quand on est dans le vrac, oui, on peut un peu plus facilement décider quel genre de bateau on va prendre. Encore quand on va chercher des bateaux du Libéria ou de Chypre, on a un peu de mal à savoir qui est derrière. Et je souhaite bon courage à ceux qui veulent essayer de trouver des Russes derrière les bateaux, parce qu'il va falloir remonter très très haut pour voir le Russe qui est derrière le bateau. Bon, mais ça c'est autre chose. Effectivement, c'est des sujets qui nous incitent à mettre en avant des labels d'excellence ou autre chose. J'aurais envie qu'on profite des 10 minutes qu'il nous reste pour rendre la parole à l'heure et à la minute, comme Denis y est attentif, pour reparler un petit peu plus des boucles d'économie circulaire et de la manière, au final, dont l'enjeu portuaire peut être une clé d'entrée sur la thématique d'une ville plus durable et résiliente, en particulier avec vous, Nicolas. Alors, si tu veux, je vais prendre 2 secondes pour parler d'un truc dont on n'en a pas parlé beaucoup ici. Il n'en reste plus qu'une et demie. Le bateau à voile. Le bateau à voile, tu vois, parce que ça recommence. Hein. Oui. Et la France, en particulier, est assez bien placée dans ce domaine. On a, d'ailleurs, c'est vous, je crois, qui disait qu'il y a un constructeur d'ailes qui va se trouver chez vous. Bon, la Bretagne est truffée de start-up qui font des bateaux à voile en ce moment. C'est très intéressant. Hein. Les chargeurs français, et parmi 15 gros chargeurs français, des noms de grandes boîtes, de tout domaine, aussi bien la nourriture que l'industrie, que la voiture, que le luxe, etc., viennent de lancer un appel d'offres pour mettre en place une ligne maritime, l'une au départ de Marseille et l'autre au départ du nord France, vers le nord des États-Unis, pour avoir chaque semaine un bateau de 750 TEU qui assurera la liaison. Alors le problème, c'est qu'on sait les remplir dans le sens Europe-États-Unis, on a plus de mal à les remplir dans l'autre sens. Mais bon. En plus, la législation sur ce dispositif vient d'évoluer, ce qui donne de nouvelles perspectives. Oui. Et nous allons partager la parole avec Nicolas. Voilà. Oui, alors à Caen, effectivement, on a un quartier qui cristallise un peu tous ces enjeux, c'est la presqu'île. Je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est un quartier majeur qui va s'urbaniser dans les 20 prochaines années, puisqu'on va l'urbaniser jusqu'en 2040. Il a une situation géographique très particulière, puisqu'il a une situation géographique à proximité directe de l'hypercentre ancien. Donc ça en fait un espace qui nous permet de recentraliser les enjeux d'urbanisation, donc progressivement aussi d'aller vers une ville plus compacte, même si la question de la densité heureuse doit se poser, parce qu'il faut faire accepter cette densité, mais il faut qu'elle soit évidemment partagée et coordonnée et concertée avec les autres communes. Mais il y a une dimension très claire de volonté d'une ville plus dense. Et puis, elle est située vraiment à la jonction entre à la fois l'Orne et son estuaire et le canal, avec un port historique, puisqu'on a encore un bassin portuaire au cœur même de la ville, qui va d'ailleurs faire l'objet d'un projet de rénovation urbaine, et puis, on va dire de rafraîchissement urbain plutôt. Et puis, on va travailler aussi donc, les nouveaux quartiers, à la fois le quartier presqu'île, donc Canet, avec le nouveau bassin, la presqu'île Hérouvillez, pour aller donc, sur la première partie qui va jusqu'à la mer. Alors là, on a des enjeux qui croisent des enjeux énergétiques,
avec par exemple des bouts d'épuration qui peuvent apporter là aussi de l'énergie, de la chaleur. On a des enjeux de faire arriver les réseaux de chaleur dans cette zone, de produire aussi de l'énergie à travers du photovoltaïque. C'est principalement du photovoltaïque pour l'instant, parce qu'on a la question par exemple de la micro-hydroélectricité qui avait été étudiée dans le cadre du SDE, puisqu'on a réalisé un schéma directeur d'énergie sur lequel on a exploré beaucoup d'énergie, la géothermie, l'éolien urbain, le photovoltaïque et la micro-hydroélectricité, qui pouvait paraître comme une opportunité. En fait, elle est quand même compliquée à mettre en place. Bon, elle peut être intéressante sur un plan presque de démonstrateur, je dirais. Voilà. Mais pour l'instant, on peut pas en faire quand même une base énergétique. Même si ça a été rappelé, de toute façon, on ne peut pas faire d'une énergie unique une base énergétique. Il y a la question donc de l'habitat, la question de la production d'énergie, parce que la production d'énergie locale va être un facteur d'attractivité des collectivités demain. Parce que produire de l'énergie localement, c'est aussi pouvoir avoir une maîtrise relative de l'apport, éventuellement du prix. Donc dans un contexte géopolitique qu'on connaît, la relocalisation de l'énergie, c'est une question importante. Et puis le transport, alors là aussi le transport, c'est pas facile parce qu'il y a ces démonstrateurs de navettes autonomes. Le transport passager, pour l'instant, à part, je dirais, une dimension touristique un peu qui existe ou d'agrément, il n'y a pas un apport sur le transport quotidien, les navettes quotidiennes éprouvées. Donc c'est plus compliqué. Par contre, la logistique, peut-être intégrer un peu de logistique, entre guillemets fluviale, ça peut être intéressant. Donc là, on travaille sur la logistique aussi. Donc pour répondre à votre question très concrètement, c'est ça, ces boucles. Là, on a une articulation dans ce quartier. Alors, c'est un exemple, hein, dans ce quartier, entre de l'habitat, des logements, un peu de transport sur le plan logistique, de la production énergétique, de l'industrie. Parce que, encore une fois, les enjeux dans ces quartiers, c'est de conserver de l'industrie, des activités productives, des activités de confection, et de ne pas faire en sorte que l'urbanisation prenne tout, mais de conserver des activités économiques dans le quartier, justement pour créer ces boucles. Alors, je vous entends complètement, sauf sur un point où, d'un côté, on vient de sortir de l'année ferroviaire internationale et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de plans de relance du ferroviaire qui étaient mis en place, notamment sur le trafic marchandises. Et d'un autre côté, on a souvent l'impression que le maritime et le fluvial vivent leur vie un petit peu indépendamment du ferroviaire et que le routier continue à être omniprésent et pas forcément complémentaire des autres modes. Comment est-ce qu'on arrive à passer comme ceci de mondes parallèles à des mondes qui vivent un petit peu plus en synergie ? Ouais, je peux répondre simplement sur la partie du fluvial. Donc, il y a aujourd'hui une évolution, on va dire, dans le monde fluvial et dans les transports multimodaux, hein, c'est ça dont vous parlez. Donc, avec la DGITM et tout un travail qui a été fait avec la DGITM et sous l'égide de la DGITM, qui a mis en place ce qu'on appelle un Green Deal, l'opération Green Deal, donc avec un ECV, un encouragement à la croissance verte, signé autour du ministre des Transports, qui tenait tous les acteurs du fluvial, tant publics que privés, mais également l'ensemble des autres secteurs de transport et principalement le secteur ferroviaire. Donc il n'y a pas, aujourd'hui en tout cas, ce que je peux répondre à la problématique que vous posez aujourd'hui, c'est qu'il y a une recherche, petit à petit, ça prend du temps, il y a une recherche de trouver les bons équilibres par rapport à la massification des transports, à trouver les bons équilibres. Il y a encore des interrogations. Si vous prenez le canal Seine-Nord, qui doit être ouvert, ça fait 30 ans qu'on a commencé à l'ouvrir. Donc, extraordinairement parlant, il semblerait que là, cette fois-ci, il va s'ouvrir. Donc ça aussi, ça va être des nouvelles donnes qu'il va falloir absolument réfléchir pour le transport massif par bateau, fluviaux, massif par bateau maritime, intermédiaire par le transport ferroviaire sur les axes de translation, c'est-à-dire
il y a des axes de translation entre les bassins, etc. Donc il y a bien sûr toute une réflexion à avoir. Alors là, c'est... Alors, je crois que c'est une ouverture et un très bon mot de la fin vous concernant, sauf si vous souhaitez le compléter. Et je vais en profiter pour passer la parole d'abord à François et ensuite à Nicolas pour leurs mots de la fin les plus brefs possibles. Alors, le mot de la fin pour moi, c'est la fiabilité. Quand on parle du ferroviaire, par exemple, on nous dit ah oui, il faut des sous, il faut des cheminots, puis encore des sous, puis encore d'autres cheminots, puis plus on met de sous, plus on met de cheminots, moins on a de part de marché ferroviaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la fiabilité. Il n'y a pas la fiabilité. Si vous êtes logisticien, ce que vous voulez, c'est que ça arrive au moment où on dit que ça arrive. Voilà. Et dans le ferroviaire, ça ne se fait pas. Et donc, on est passé de 11... Non, c'est celui-là, pardon. On est passé de 11 à 4% de part de marché pour le fret ferroviaire parce qu'il n'y a pas la fiabilité. Et c'est tout. Alors, on peut nous dire tout ce qu'on veut, mais quand on arrivera à faire que les trains roulent quand ils doivent rouler et qu'ils arrivent à l'heure quand il faut qu'ils arrivent à l'heure, vous allez voir, on va trouver les sous et on va trouver les solutions. On ne les trouve pas. Voilà. Alors que le fluvial, au contraire, il a pris un autre tournant, complètement différent. Le fluvial, il est fiable. Il y a effectivement des programmes très intéressants en ce moment pour remotoriser les bateaux, parce que c'est ça qu'il faut. Mais un bateau moderne, ça coûte 2 à 3 millions d'euros. Quand vous avez un artisan qu'il faut sortir 2 millions pour avoir un nouveau bateau, il ne sait pas où les trouver. Donc heureusement qu'il est aidé, parce qu'autrement il ne pourrait pas le faire. Hein. Donc on voit que le fluvial remonte. D'ailleurs, on est toujours à 15% de part modale, puisqu'on appelle ça le transport modal, mais on est passé de 11 à 4 pour le ferroviaire et de 4 à 11 pour le fluvial. Donc d'un certain côté, on n'a pas progressé. Sauf qu'il y en a un qui a beaucoup progressé et l'autre qui a beaucoup régressé. Nicolas. Voilà. Fiabilité. Oui, trois points pour conclure. Il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup cité, c'est la planification maritime. Je pense qu'il y a un enjeu. Alors, ça fait la jonction avec la Baltique. Vous avez peut-être noté que c'était des vieux amours. J'ai beaucoup travaillé sur la zone baltique quand je faisais de la recherche en géographie. Mais c'est une zone qui a été très en avance sur la question de la planification maritime, notamment dans le cadre de projets européens. Donc c'est à double tranchant, hein, la planification maritime, mais bon, il y a une dynamique quand même intéressante dans la conciliation d'usages qui sont complexes. L'autre élément, c'est quand même qu'on a un gap énorme à franchir. J'étais à Bruxelles la semaine dernière, où ils ont un imaginaire autour du canal qui passe le long de Molenbeek. Et le directeur de Canal Pompidou disait, moi j'aimerais bien que les œuvres d'art que j'ai stockées le long du canal à distance du musée puissent être transportées vers le musée en bateau. Mais pour l'instant, je n'ai pas de technologie qui me permette de protéger les œuvres sur l'eau en luttant contre l'humidité. Bon. C'est un exemple un peu décalé, mais ça montre qu'on a tout un tas de problématiques, pas les plus grandes, mais aussi les plus minimes à résoudre sur le plan technologique pour que cet imaginaire, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'imaginaire que de gens mentionnaient, pour que cet imaginaire que je trouve est puissant, puisse devenir réalisable, y compris sous un angle économique et de gouvernance. Et puis enfin, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure sur la relocalisation et le redimensionnement, c'est qu'il ne faut pas oublier que le transport, c'est un outil au service de l'économie. Et donc c'est aussi les mutations économiques qu'on va vivre. On sait très bien que, évidemment, ces mutations, elles ne seront pas utopiques, elles ne seront pas dogmatiques, donc il y aura forcément un juste milieu, mais il va falloir aussi accompagner ces mutations-là, arriver à les anticiper. Donc la question de la prospective et de l'alliance entre les autorités portuaires, municipales, des lieux de recherche et puis des experts de l'anticipation, c'est absolument essentiel. Anticipation et concertation, parce que la prospective et la concertation vont ensemble en réalité. Un grand merci à tous les intervenants pour ces prises de position très complémentaires et de qualité. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, en ligne ou ici, à les applaudir. Je retiendrai quelques points, notamment les sujets prospectifs, l'importance effectivement de construire le temps long tout en ayant une feuille de route qui dans le détail permet d'avoir la bonne séquence, la prise de position concernant des investissements qui sont séquencés en rapport avec le consommateur, en rapport avec le territoire et co-concertés. Le sujet était vaste, on a juste la prétention d'avoir commencé à l'ébaucher et je crois que tout de suite on va passer la main à une nouvelle intervention où on va parler mix énergétique et se relocaliser sur le Havre. Denis, c'est à
bravo, car c'était du point de vue temps parfait et que c'était surtout extrêmement